rencontre AFJA-APCA, le défi alimentaire de la Chine, quelle place pour la France? Alors, donc cette deuxième table ronde va évoquer donc, les conséquences économiques et commerciales de ces fameux grands besoins agricoles de la Chine. Alors, on va peut-être commencer par vous, Thierry Pouche. Quelles sont justement les conséquences en termes de tension sur les marchés de ce qu'on a évoqué sur les mouvements haussiers et baissiers des importations, notamment de la Chine? Ce qui frappe, et ça a été rappelé par le représentant de l'ambassade, c'est qu'on a un pays qui globalement dégage un excédent commercial extraordinairement élevé et qui par contraste enregistre une succession de déficits commerciaux en produits agricoles et alimentaires depuis à peu près 2000-2001, c'est-à-dire au moment où la Chine intègre l'Organisation mondiale du commerce. Donc on a là une problématique qui commence à se développer, et ce qui a été dit dans la précédente table ronde, c'est assez éclairant. Est-ce que la Chine va pouvoir subvenir à ses besoins en redéployant sa politique agricole dans un certain nombre de secteurs? Ou est-ce que les pressions importantes sur le foncier, l'eau, les problèmes qui viennent d'être rappelés sur la formation des agriculteurs, etc., sans parler de l'urbanisation, de l'élévation du niveau de vie, la transition nutritionnelle et tout, est-ce que la Chine va au contraire être amenée à augmenter ses importations et à devenir de plus en plus dépendante de l'extérieur pour nourrir sa population? Donc ça, c'est un point important, parce que comme l'a rappelé Jean-Marc tout à l'heure, c'est une problématique qui en économie nous renvoie, pour aller au plus près, à ce qui s'est passé au Royaume-Uni au XIXe siècle. Est-ce qu'une puissance montante qui a des ambitions ou régionales ou internationales peut dépendre de l'extérieur pour nourrir sa population? Donc on a dans le rapport Demeter fait un certain nombre de calculs sur le taux de dépendance alimentaire dans un certain nombre de secteurs, produits laitiers... Vous pouvez nous en donner quelques-uns? Alors en soja, le graphique qu'a montré tout à l'heure Jean-Marc confirme le calcul du taux de dépendance. On est dans un taux de dépendance aux alentours de 70-75% sur le soja. En viande bovine, on voit que depuis quelques années, le taux de dépendance qui était au voisinage de 0 est maintenant monté à 12-13%. En produits laitiers, ça monte aussi très haut, aux alentours de 60%. Je dois vérifier les courbes, notamment en poudre. Donc on voit bien se dessiner. Alors c'est un peu moins vrai sur les produits d'agriculture, céréales notamment, mais il y a quand même une petite amorce de dépendance. Le taux de dépendance est passé en positif. En riz et en blé, on est plutôt, il y a plutôt une taux de dépendance relativement... Je parlais plutôt de blé maïs, que du riz. On est aux alentours de 4-5% en positif, alors qu'avant, on était plutôt dans une dépendance tout à fait raisonnable de 0%, voire même négative. Donc c'est une problématique qui avait été finalement, pour ceux qui ont souvenir de ça, mais qui va nourrir la Chine, qui avait été une question qui avait été posée en 1994 par Lester Brown, une problématique qui est en train peut-être de ressurgir aujourd'hui. On avait beaucoup brocardé l'argument et la démonstration de Lester Brown, mais peut-être qu'aujourd'hui il faut se reposer la question. Il y a quand même un certain nombre d'études qui sont menées autour de cette dépendance de la Chine. Alors ça, c'est un premier point, et du coup les conséquences, si le scénario d'une impossibilité du pays de nourrir sa population se confirme, en dépit des efforts de modernisation, de redéploiement de la politique agricole, on va probablement être confronté à un pays qui dispose de ressources financières importantes, qui a des besoins colossaux, et qui va donc faire pression sur les marchés, avec les conséquences que ça peut entraîner sur les prix, mais aussi la raréfaction que ça peut occasionner pour les autres pays importateurs qui ont peut-être moins de ressources financières
et qui pourraient justement payer leurs importations à un prix plus élevé au regard de la présence massive de la Chine. Donc, ça peut entraîner à la fois des tensions économiques, des tensions sur les prix, des tensions financières, mais si nous avions des accidents de production réguliers, on pourrait avoir là des tensions beaucoup plus géopolitiques qui pourraient se dessiner avec des problèmes de disponibilité qui pourraient manquer. Alors, Yves Trégarot, vous les observez, ces marchés, et justement, quel est l'impact de la Chine sur les marchés mondiaux? Justement, avec cette croissance du taux de dépendance, la Chine a un impact plus important que par le passé. Au cours des 10 dernières années, on l'a vu, on le voit sur la filière laitière, on le voit sur la filière porcine, et on le verra peut-être demain sur la filière bovine, où effectivement on constate une croissance exponentielle des importations. Alors on l'a vu très récemment et de façon très forte avec la filière laitière, où jusqu'en 3e trimestre 2014, la Chine a importé régulièrement et fortement. Et puis, d'un seul coup, elle s'est mise à réduire fortement ses importations. Alors, ça a été un des éléments de déstabilisation du marché. Ça n'a pas été le seul, puisque de l'autre côté, il y avait une très forte croissance de la production laitière en Europe, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Donc, finalement, c'était le plus mauvais mélange qui pouvait apparaître en termes d'équilibre de marché. Alors, avec la Chine d'un côté qui vendait moins, et puis de l'autre côté, l'Europe qui produisait plus, et les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Et puis là, à nouveau, elle revient sur le marché et les cours remontent. Et puis l'autre exemple, c'est la filière porcine, où finalement la Chine était présente régulièrement, mais sans plus jusqu'au mois de février 2016. Et puis d'un seul coup, comme le disait Yann Peters, une très forte demande, une production chinoise locale un peu en baisse, et d'un seul coup, un appel d'air impressionnant, où en l'espace de 3 mois, le prix du porc est remonté très très fortement sur le marché européen et plus largement dans les différents pays producteurs. Donc on le voit très très bien, en l'espace de quelques mois, le prix peut grimper très très fortement ou au contraire baisser très fortement et avoir un impact déstabilisant pour les acteurs économiques que sont les industriels, et après avec des répercussions fortes pour les producteurs. Donc en fait, il n'y a pas une année sans que sur un des marchés, la Chine n'intervienne pas, quoi. Et bien finalement, c'est comme ça que le sujet est venu en termes de réflexion, c'est qu'au cours des 10 dernières années, il n'y a pas une année où quand on fait le bilan du marché international, des productions animales, que ce soit pour le lait ou pour la viande, on n'est pas à un endroit, un clignotant Chine. Alors à la fois dans un sens très positif, c'est finalement une forte demande, et là, il y a un impact positif pour les producteurs et les industriels européens en ce qui nous concerne. Et à l'inverse, on peut aussi avoir un clignotant très orange, voire rouge, où la Chine dit « Ah ben non, j'arrête d'acheter », et ce qui a été le cas de la filière laitière il n'y a pas très longtemps. On va évoquer 2 aspects maintenant. D'une part, on va dire les investissements de la Chine à l'étranger, et puis ensuite comment la France, elle, s'empare de ce marché chinois. En fait, la Chine a commencé une politique d'investissement à l'étranger dans tous les secteurs, pas forcément l'agriculture, mais aussi l'énergie, la finance et l'infrastructure au début des années 2000. Et dans l'agriculture, ça a commencé au milieu des années 2000, vers 2005, et ça a commencé par des terres. Bon, la Chine était déjà présente, je dirais, en Asie, déjà présente en Russie. Elle a aussi loué des terres, on en a beaucoup parlé en Afrique, etc. Mais je voulais quand même dire quelque chose à propos des investissements en Afrique. La majorité quand même des productions issues des terres, on va dire, gérées par des Chinois en Afrique, restent en Afrique. C'est quand même quelque chose, ça ne repart pas forcément en Chine. Et ça, c'est notamment dû aussi à une idée, je rebondis sur ce que disait Thierry tout à l'heure, c'est que si la Chine importe trop, bien peut-être que ça fait monter les prix et ça va peut-être gêner d'autres importateurs. Je pense que les gouvernements chinois est tout à fait conscient de ça. Et sa volonté aussi de gérer les terres en Afrique et de les mettre en valeur et de développer la production en Afrique, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour se dire, si la production augmente en Afrique,
il y aura moins besoin d'importer. Les pays africains auront moins besoin d'importer et donc ça détendra un peu le marché mondial et ça laissera de la place peut-être aussi pour nos importations. Il y a aussi derrière ces investissements en Afrique cette volonté stratégique d'essayer d'augmenter la production au niveau mondial, notamment en Afrique qui importe beaucoup. Donc il y a d'abord eu ces investissements dans les terres. Après on est passé à des investissements différents un peu dans les productions animales. Dans les productions animales, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, avec des rachats de fermes animales. Smithfield, ça a été dit, etc. etc. Et ensuite, il y a eu d'autres investissements aussi dans des entreprises. C'est-à-dire qu'on est passé de la production agricole aux entreprises. On est passé au maillon suivant, des entreprises de transformation, Smithfield, mais aussi des entreprises d'abattoirs, en Amérique du Sud, en Océanie encore une fois. Après, on est passé avec des tours de séchage dans le lait. Et donc, après, on est passé à autre chose encore, on est passé au rachat de traders. C'est-à-dire que la Chine ne veut pas dépendre, et encore une fois, il y a une volonté d'indépendance, donc elle ne veut pas dépendre des traders internationaux, Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, etc. Donc la Chine a racheté des traders, et notamment l'entreprise COFCO, qui est une entreprise publique, très grosse entreprise publique, qui a racheté des traders, justement pour essayer de se défaire, entre guillemets, de l'emprise de ces traders. Et puis on est passé aux semences, avec Syngenta. Bon, c'est pas encore totalement fini, mais enfin bon, voilà, il y a quand même une volonté. Donc il y a une volonté de maîtriser son approvisionnement. Quand je disais tout à l'heure, la Chine veut importer, mais la Chine, quitte à importer, autant essayer de maîtriser ce qu'on importe. Autant essayer de faire en sorte qu'on maîtrise d'une manière ou d'une autre. Soit parce qu'on gère les terres, soit parce qu'on gère l'entreprise, soit parce qu'on a un accord par exemple en Amérique du Sud. Le Brésil et l'Argentine ont pris des mesures pour essayer de limiter les achats de terres par des investisseurs étrangers. Donc ce que font les Chinois, c'est qu'ils investissent dans des ports, dans des infrastructures, ils mettent en valeur de terres, irrigation ou autre, et en échange, il y a des contrats qui sont faits pour acheter des semences de soja à des prix plus ou moins négociés, etc. Donc il y a une volonté d'essayer de maîtriser un petit peu ce que la Chine importe pour essayer de ne pas dépendre. Donc il y a tout ça. Il y a aussi une volonté d'acquérir du savoir-faire et des marques. Alors, donc, comment les Français s'emparent de ce marché? Alors, il y a d'abord le secteur laitier, parce que finalement, c'est là où les cas plus concrets sont présents, avec 4 investissements majeurs. Le plus emblématique, c'est celui de Sinutra avec Sodial à Carhaix, avec 2 tours de séchage. Et puis probablement une suite, puisque Sinutra envisage de compléter par des investissements complémentaires, et notamment par une fromagerie éventuellement. Il y a différents projets. Il y a aussi avec Sodial la fabrication de briques de lait liquide pour les exporter sur la Chine. Alors ça pourrait paraître bizarre, mais finalement si on transporte de l'eau là. On transporte de l'eau sur les navires. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, la Chine importe de nombreux produits manufacturés dans des containers, et ces containers repartent en majorité à vide sur le marché chinois. Et finalement, je crois que c'est les Danois qui ont été les premiers à s'emparer de cette problématique de logistique, ou de cet intérêt logistique. Et on dit, nous, on a des briques de lait UHT, et on pourrait très bien les mettre dans les containers. Et finalement, comme une partie du prix est déjà payée par l'importateur, avec un petit complément, on peut exporter de la brique de lait. Et finalement, c'est comme ça que des briques de lait traversent les océans. C'est de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme. Et je crois qu'il se fait la même chose en orge de brasserie. C'est tout à fait vrai, dans des containers, on met de l'orge de brasserie. Donc voilà, c'est les investissements de Sodial. Ensuite, toujours avec Sinutra, on a Maître Laitier du Cotentin, donc une coopérative aussi qui investit dans de la brique de lait aussi, si ma mémoire est bonne. Et puis après, on a Biostim avec Isigny Sainte-Mère. Là aussi dans les produits laitiers, donc on a 2 grandes entreprises laitières, c'est tout à l'heure le nom qu'on cherchait, c'est Biostim. Voilà, donc ça c'est pour le secteur laitier. Et puis il y en a d'autres qui finalement très discrètement et qui ne crient pas sur tous les toits font de la poudre de lait et l'exportent au départ de leurs propres entreprises sans qu'il y ait d'investissement chinois, puisque là dans les cas que je vous ai cités, il y a des investissements chinois, alors une entrée dans le capital plus ou moins importante dans l'outil. Dans le secteur de la viande, il y a quelques expériences qui commencent à se mettre en place, notamment sur les produits de charcuterie, avec Brocéliande, donc Cauperle, qui commence à exporter des produits transformés sur la Chine. Et puis un dernier exemple, dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, vous avez un marailleur qui développe de l'exportation de crabes sur la Chine avec des technologies tout à fait particulières.
Est-ce qu'il y a des entreprises françaises qui vont investir en Chine? Alors oui, il y en a qui sont présentes depuis très longtemps. Vous avez Danone qui a été l'une des premières à s'implanter. Maintenant, ça doit faire une trentaine d'années bonne trentaine d'années même qu'elle est présente. Alors, c'est pas un long fleuve tranquille. Danone a eu des périodes difficiles dans des joint ventures, mais bon, il y a d'autres expériences derrière qui sont venues prendre la suite. Alors, je pense que pour Danone, une grande marque internationale, c'est très important d'être présent en Chine. On le voyait avec McDo. McDo fait un autre choix aujourd'hui, encore que c'est compliqué, mais j'ai entendu parler quand même que finalement, il pourrait y avoir des magasins franchisés, donc c'est pas un retrait complet. Ça pourrait être des capitaux qui rentrent, voilà, c'est à confirmer, mais McDo ne sort peut-être pas complètement de la Chine, au moins en termes d'affichage, même si le capital n'est plus le même et qu'on est plus sur un schéma de franchise. Voilà, donc, et puis vous avez Grimaud aussi en sélection qui s'est implanté, alors là aussi avec quelques difficultés, mais voilà, vous avez des entreprises françaises et autres internationales qui sont aussi présentes, avec au départ des joint ventures et maintenant de moins en moins des joint ventures et qui essayent de s'implanter en leur nom propre sur le territoire. Finalement, la Chine, elle offre pas mal d'opportunités, il faut savoir les saisir, mais il faut être aussi très très prudent puisqu'il y a des phénomènes de stop and go que j'essaie de vous expliquer. Et il faut être très très prudent par rapport à ça, par rapport à ces grands pays importateurs qui étaient la Russie et qui est la Chine. Mais bon, voilà, on voit quand même que globalement, certaines des productions animales françaises sont dépendantes en fait de la Chine. Dans la mesure où là le marché russe s'est fermé, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même une fragilité. Voilà, on l'est d'autant plus qu'on n'a plus ces deux pieds, on avait finalement deux grands pieds en matière d'exportation. La Russie, en viande de porc, on en exportait pas mal, on exportait aussi pas mal de volailles à une certaine période, du fromage, des produits laitiers, de la poudre de lait aussi. Et puis on avait la Chine de l'autre côté, et finalement avec la Russie qui est tombée à zéro sur un certain nombre de productions, la Chine a été la grande opportunité, mais il faut garder en tête qu'il vaut mieux avoir un large panel. Alors pour le coup, quand on parlait tout à l'heure des Brésiliens, je pense que l'une de leurs grandes forces en matière d'exportation, quand on regarde sur le secteur de la volaille par exemple, c'est un très très large panel de pays avec une très large gamme de produits qui fait que lorsqu'un marché se ferme, bon, c'est peut-être un grand marché se ferme, c'est peut-être une difficulté, mais il y a quand même des possibilités de retomber assez vite sur ses pieds. En Europe, on a quand même des entreprises qui sont tournées vers des grands marchés d'exportation et qui ont une diversité de débouchés qui est un petit peu moins large. Et on voit bien quand il y a un coup dur, tout de suite, c'est un peu plus difficile à négocier. Très bien, merci. Je vais juste ajouter un dernier point. Si dans l'hypothèse où la Chine deviendrait et devient même un acteur central sur les marchés agricoles et de produits alimentaires, est-ce qu'il n'y a pas un régime alimentaire centré autour de la Chine qui est en train de se dessiner et qui va du coup poser de plus en plus la question de savoir comment on va réguler ces relations internationales autour des produits agricoles, quelle gouvernance on va pouvoir inventer pour que ces déséquilibres ne se succèdent pas au détriment des uns et au bénéfice des autres? Vaste question qui devrait faire plancher nombre de politiques. Ou pas, on ne sait pas. Merci beaucoup, on va s'arrêter là. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.